Bonjour, ici Jean-Philippe Trottier qui vous souhaite la bienvenue. Je m'entretiens avec Nick Payne, analyste politique qui revient sur la semaine québécoise et canadienne avec 4 sujets. À quand le prochain refus de Justin Trudeau face à François Legault? Une personne ayant un vagin. Troisièmement, menace contre Paul Saint-Pierre Plamondon. Et pour terminer, l'affaire Lemaitre-Vierge. Mais tout d'abord, Stéphane Thibodeau, ancien militant du Parti québécois, profite de la Journée internationale de la francophonie, le 20 mars précisément, pour évoquer la perception du français au Québec, tributaire d'une désindexation de la culture et de la transmission. Selon lui, il ne sert à rien de protéger notre langue, il faut la faire rayonner. Stéphane Thibodeau, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonne journée de la francophonie à vous, à nos auditeurs aussi, tant qu'à faire. Ah ben, vous aussi? Avez-vous préparé des sandwichs, du champagne, je sais pas moi, des pâtisseries, Ah, malheureusement, il n'y a pas vraiment de quoi fêter. Oui, hein? Oui, les C'est nouvelles dommage. sont pas toujours très... Il n'y a pas de quoi fêter au Québec ou dans la francophonie? Moi, je me dirais même dans la francophonie. Bon, parce qu'on dit qu'en Afrique, Quoique, en Afrique aussi, elle recule, à ce qui oui, paraît. J'ai lu ça ce matin, ou il y a quelques jours. oui, dommage. Contentons-nous pour l'instant, Stéphane Thibodeau, du Québec. J'entends souvent dire une chose, c'est qu'il n'y a qu'un endroit au monde où le français est plate, pas chic, pauvre, petit pain et tout ça, c'est au Québec ou au Canada français, si vous voulez. Alors que partout ailleurs, le français, c'est chic, ça fait L'Oréal, Louis Vuitton, Tour Eiffel, je sais pas moi, Napoléon, Charles de Gaulle, etc. Il y a une grandeur française qui quand même rayonne à travers le luxe et la grandeur et l'intellect dans le monde entier. Au Québec, c'est presque la copie inverse. Eh oui, et c'est dommage parce qu'on a un petit peu instauré cette idée-là au Québec. Oui. Et ça date un petit peu de 2006, en fait, Pourquoi? si on veut mettre une date. Pourquoi donc? Parce que c'est à cette date-là qu'on a instauré l'enseignement de l'anglais à la première année du primaire. Oui. Donc, à cette époque-là, c'était sous le gouvernement Charest. Mhm. On a eu d'ailleurs un linguiste très connu qui s'appelle Claude Agege, Oui, un Français, oui. avait critiqué ce choix-là et avait tiré la sonnette d'alarme, avait dit que ça allait entériner le recul du français au Québec. Le fait Parce que lui, de mettre l'anglais si tôt dans la vie des jeunes. oui, absolument. Donc, lui, Bon. ce qu'il disait, c'est que finalement, on allait américaniser les jeunes élèves, on allait les exposer dès leur première année à la culture américaine. Mhm. Et c'est un petit peu ce qu'on a observé. Donc, ce qui s'est passé, c'est effectivement, il avait raison. Ce qui s'est passé, c'est que pour les jeunes maintenant, l'anglais est un petit peu devenu la langue de l'ouverture sur le monde. Donc, c'est la langue qui vous ouvre des perspectives, qui vous ouvre sur le monde, mais un monde américanisé. C'est la Mais, mass culture américanisée. pardonnez-moi, mais Donc, c'est un petit peu ça. Stéphane, pardonnez-moi, mais Elvis Gratton, il n'est pas né en 2006. Elvis Ah non, Gratton, c'est absolument pas. vieux. C'est une attitude ancrée chez beaucoup de Québécois de souche que les Américains, ils l'ont l'affaire. Oui, absolument. Mais ce qui s'est passé, c'est que là, on l'a un peu entériné. On l'a intégré à notre programme scolaire. Oui. Donc, à l'époque, à une certaine époque, ce qu'on faisait, on donnait la priorité à la maîtrise du français. Oui. Donc, les premières années du primaire, on axait l'enseignement sur l'enseignement du français et à partir de la cinquième année, là, on enseignait l'anglais comme langue seconde. Maintenant, on a mis finalement l'anglais et le français sur le même pied. Mais vous m'étonnez un Un petit peu. peu. Oui, allez-y, allez-y. Et donc, c'est un petit peu ce qui s'est passé dans la tête des élèves, en fait. C'est qu'on a un petit peu instauré l'idée que, au fond, au Québec, il y avait deux langues. Et on peut choisir une ou l'autre, et que, en fait, chacune était un outil de communication. Donc, on entend souvent ça chez les jeunes. Peu importe la langue que l'on parle, ce qui est important, c'est qu'on se comprenne. Objection, Votre Seigneurie. Moi, j'ai des amis levantins, donc c'était des chrétiens en général qui ont grandi à Alexandrie en Égypte, au Caire, à Héliopolis, à Beyrouth, même en Syrie, si vous voulez, enfin, dans ce qui était la Syrie à l'époque.
Ils ont appris l'arménien, c'était en famille, l'italien, c'était avec les copains, l'arabe, c'était dans la rue, le français, parce que c'était des frères maristes ou les religieux qui leur enseignaient, ou l'allemand, parce qu'il y avait des écoles Humboldt également. Ces gens-là ont très bien su cloisonner les langues en disant pour ma nounou, je parle en arabe. Pour monsieur le curé, je parle en français. Pour mes parents, je parle italien, arménien ou que sais-je, la langue que je parle. Euh, Vous semblez dire qu'ici que ce principe de cloisonnement n'existe pas. On en parle une langue qui n'a aucune limitation et qui peut se diluer dans l'autre. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, Claude Agege est un bon exemple. Claude Agege est né à Tunis, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Donc, lui-même, c'est un excellent exemple. Il parle une dizaine de langues. Il maîtrise une dizaine de langues. Il en parle plusieurs, mais il en maîtrise une dizaine. Donc, lui-même a vécu dans un milieu très multilingue. Et pourtant, il a compris que dans le contexte québécois, qui est très particulier, où on baigne dans une marée d'anglais. Finalement, tout se passe en anglais sur le continent nord-américain. Mm-hmm. Donc, lui avait compris que dans ce contexte-là, si le français voulait survivre, il devait vraiment s'imposer comme étant la langue de l'enseignement unique. L'anglais étant une langue secondaire. Donc, vraiment, il fallait insister sur le statut secondaire de la maîtrise de l'anglais. Donc, à partir de la 5e année, c'était parfait. Donc, c'était un peu ça qu'on espérait comme idée. C'est à partir de seulement à la fin du primaire que l'on commençait à enseigner l'anglais comme une autre langue. En Scandinavie, il me semble qu'on enseigne l'anglais très jeune aussi, et la plupart des Scandinaves sont bilingues. Leur langue à eux, l'anglais, qu'ils parlent presque. Enfin, j'ai jamais vu de Scandinaves unilingues, en tout cas. Il y en a certainement, mais il n'y a jamais eu de problème. L'anglais n'a pas phagocyté le danois ou le norvégien ou le suédois. Et pourtant, le norvégien, c'est 4 millions d'habitants. Au Québec, on est quoi? De francophones de souche ou de francophones, c'est 7,5 au moins. 7 millions et demi. Oui, mais dans le cas des pays scandinaves, d'ailleurs, le mot le dit, on est vraiment dans un contexte scandinave. Donc, on n'est pas entouré d'anglophones. On n'est pas entouré d'une marée d'anglophones. Oui. On vit dans des pays qui sont vraiment intégrés dans un ensemble culturel. On parle pas tous la même langue, là. C'est des langues un peu différentes, mais quand même. Alors qu'au Québec, on est vraiment une goutte d'eau dans un océan d'anglophones. Quand on pense aux proportions, on parle de centaines de millions d'anglophones versus quelques millions de francophones. C'est inédit. Est-ce qu'on peut... Il n'y a personne... Je reprends une autre comparaison, Stéphane, et après on va cesser ce jeu-là, mais Israël est dans une marée d'Arabes, et pourtant tous les Israéliens parlent hébreu. Et c'est pas une langue internationale. Ça, c'est un bon exemple, en fait, du contraire. C'est que, justement, on a fait la promotion d'enseignement de l'hébreu. On a même créé l'hébreu moderne, parce que l'hébreu moderne n'existait pas. Oui. On est parti d'une langue ancienne. C'est Yehuda Ben Eliezer. Et on a créé une nouvelle langue. Oui. Et donc? Donc, évidemment, là-bas, on a créé vraiment un microcosme qui était basé sur l'hébreu. Oui. Et pourquoi pas le faire ici? Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Ici, ce qui nous empêche, c'est un petit peu la domination d'une culture américaine de masse qui est très, très, très présente et très, très envahissante. Donc, et surtout de nos jours, où les jeunes sont très exposés à cette culture-là, avec c'est la culture Netflix, la culture YouTube, la culture Spotify, tout se passe en anglais dans cette culture-là. Mais donc, alors, est-ce que... Pardon, oui. Non, je laisse aller. Est-ce qu'on devrait revenir au glacis catholique qui protégeait les ouailles catholiques du matérialisme, de l'anglo-saxonie, de l'individualisme, du protestantisme, etc. Est-ce qu'il faudrait revenir à une forme, je ne dis pas de l'Église, mais qu'il y ait un corps qui donne le là et qui érige des barrières entre le Québec et le reste de l'Amérique du Nord pour protéger le français?
Je pense pas qu'on va pouvoir ériger des barrières. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est renforcer notre culture. Et en fait, c'est ce qui s'est passé durant la Révolution tranquille. Tout à fait. Donc, on a vu émerger une culture québécoise, francophone, très riche, avec beaucoup de chansonniers, de poètes, et de cinéastes. Et on a vraiment créé une culture qui a été très, très riche et qui a vraiment permis de véhiculer une culture francophone en Amérique qui était inédite. Qu'est-ce qui Donc, a mal... un petit peu ce qui est passé en Israël, en fait. Qu'est-ce qui a mal tourné? C'est les référendums perdus, c'est les empiètements judiciaires sur la loi 101, c'est la mollesse généralisée, c'est la perte de mémoire. Qu'est-ce qui fait que, malgré cet essor, ce réveil du Québec moderne dans les années 60, le soufflet s'est dégonflé? Je pense que ça a commencé... En fait, ça a commencé bien avant les deux référendums perdants. Ah, oui. Et le verre était déjà dans le fruit. Et pour ça, il faut un petit peu se référer à Fernand Dumont. Oui, le sociologue, oui. Donc, Fernand Dumont, grand sociologue. Et théologien. Et théologien. Oui, absolument. Et Fernand Dumont était un petit peu... son discours était un petit peu à l'opposé de celui qu'on entend maintenant dans les milieux indépendantistes. Et donc, lui défendait beaucoup l'idée d'une citoyenneté canadienne-française, donc qui était un petit peu, on pourrait qualifier d'ethnique, mais sans... on pourrait quand même mettre des bémols là-dessus. Mais ce qu'on pourrait dire, c'est que la citoyenneté civique, qui est un petit peu défendue maintenant par les indépendantistes, ça vient un petit peu vider de sa substance la culture francophone québécoise. Québécoise ou canadienne-française qui comprendrait les Manitobains, les Fransaskois, les Acadiens et les autres, et les Franco-Albertains et les Franco-Ontariens? Oui, ça c'est intéressant parce que on a un petit peu perdu de vue, parce qu'on a un petit peu axé sur le Québec, et ça c'est une autre critique que faisait Fernand Dumont. On a un petit peu axé sur le Québec, la francophonie en Amérique du Nord. On oublie un petit peu que la francophonie en Amérique du Nord, ça concerne pas seulement les autres provinces, mais aussi il y a eu des foyers de francophonie aux États-Unis, on l'oublie. Oui. On a un petit peu perdu de vue. Au Missouri, à New York, il y a beaucoup de francophones. Au Massachusetts, il y a une communauté francophone très importante. Et on avait un petit peu... À une époque, on avait créé les maisons du Québec. Et c'était un pas dans la bonne direction. C'est un petit peu l'idée qu'on faisait rayonner la culture québécoise en dehors de son petit pot québécois. Là, on essayait de faire essaimer ailleurs. Mais alors, qu'est-ce qu'il demandait, Fernand Dumont? Est-ce qu'il demandait qu'on revienne à une mystique canadienne-française, qu'on revienne à une âme? Parce que le Québec moderne a remplacé la mystique par un appareil étatique devenu obèse et souvent inefficace. Comme d'autres appareils étatiques, on n'est pas les seuls. Mais est-ce que Fernand Dumont demandait en fait de revenir vers la profondeur? Enfin, c'est ce que moi je dirais tout le temps. Je dis ça à des indépendantistes qui m'entendent parler. Je pourrais parler en volapük ou en proto-hawaïen, que ce sera la même chose. Ils ne comprennent plus du tout l'idée de profondeur. Est-ce que c'est ça que Fernand Dumont demandait pour que le français rayonne et non pas survive? Oui, effectivement. C'est en fait... quand on parle maintenant, on parle beaucoup de la langue, on revient souvent là-dessus, mais en réalité, ça va plus loin que ça. Donc, en fait, ce qu'on défend, c'est plus une langue qu'une culture, et c'est une identité. Donc, pour ça... le français, le français est un élément. Est-ce qu'on a désindexé, je le disais en introduction, est-ce qu'on a désindexé une langue d'une culture? Ce faisant, et même les nationalistes auraient emboîté le pas à Pierre-Elliott Trudeau, qui avait vraiment scindé la langue de son foyer culturel. Est-ce qu'on est en train de tomber dans ce piège-là également? Le français serait un simple vecteur de communication et qui ne traduirait pas une vision du monde, une façon d'habiter un espace? C'est exactement ce qui s'est passé.
C'est vraiment ça qui s'est passé. On a désindexé le français de cette idée d'une identité commune. Mhm. Donc, maintenant, on est passé à une identité civique. Donc, il suffit d'habiter au Québec, Oui. peu importe la langue que l'on parle d'ailleurs, Oui, oui. même, à la limite, où donc on habite le territoire du Québec et ça suffit. On est québécois ou on appartient à Oui. cette identité commune-là qui n'existe que plus de substance. C'est devenu une auberge espagnole. Qu'est-ce qui s'est passé pour Donc, que... Qu'est-ce qui s'est passé alors qu'on s'est opposé à Pierre-Éliott Trudeau, en tout cas les indépendantistes les nationalistes québécois, qu'est-ce qui s'est passé pour que eux emboîtent le pas à cette vision un peu tartignole de Pierre Trudeau? Ben, je pense que c'est un petit peu... En fait, ça a commencé un petit peu dès le départ des années 60. Ouais. On a un petit peu voulu prendre ses distances par rapport à l'ancienne identité canadienne-française qui était reléguée dans la grande noirceur, qui appartenait à l'Église catholique et qui était pas en odeur de sainteté, si je peux employer l'expression. Ouais. Donc, on a un petit peu voulu rompre avec ça et c'était une très mauvaise idée. C'était d'ailleurs ce que dénonçait Fernand Dumont. Ce qu'il disait, c'est qu'il fallait pas rompre avec ces racines-là. Mais malheureusement, le mouvement indépendantiste a voulu être en rupture. A voulu s'inscrire dans une espèce de rupture par rapport à ce passé-là qui était un peu honteux et un peu noir. Et ce qu'on a fait et ça a été de pire en pire, c'est qu'on l'a vu de décennie en décennie. On a vu cette espèce d'identité-là se vider de sa substance. Et maintenant, on en est venu à défendre des positions qui, en fait, quand on parle d'interculturalisme, ce qui est la position actuelle du PQ, ça sonne un peu comme le multiculturalisme, en fait. Même si M. Bouchard, qui est le père du concept, prétend que non, c'est différent. C'est un peu la même idée. Diriez-vous que les apôtres d'un Québec fort ont péché par ingratitude à l'égard du passé et qu'ils occultent le fait que la Révolution tranquille a constitué une libération, mais également un traumatisme immense dont on voit peu à peu les fruits émerger maintenant? Oui, exactement. C'est exactement ça. Donc, on a voulu renier une espèce d'héritage parce que, bon, il était empreint de catholicisme, il faisait passéiste et on s'est privé. Finalement, le mouvement indépendantiste moderne est un petit peu une plante montant en graines qui s'est coupée ses racines. Donc, qui n'a pas beaucoup de racines, qui n'a pas beaucoup de solidité, et maintenant on le voit chez les jeunes, qui n'ont aucune espèce d'idée de cette culture-là. Ils sont totalement coupés de cet héritage culturel-là. Donc, pour eux... parler français, mais pourquoi faire? Je veux dire, c'est même devenu pour... Est-ce qu'il ne faudrait pas retrouver un mythe? Alors, tout le monde dit catholique, 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 Lionel Groulx, etc. Et de 1840 jusqu'à après. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un autre mythe qui serait peut-être même plus juteux, si je veux dire, plus nourricier, celui de la Franco-Amérique, celui du nomadisme, celui du métissage, celui de l'exploration des grands espaces, de l'amitié avec les autochtones? Est-ce qu'il n'y a pas là un ferment intéressant pour la francophonie? Je sais que ce que je dis est inaudible pour un nationaliste québécois, mais il me semble qu'il y a là une piste intéressante. La Nouvelle-France était basée sur le métissage. Oui, et en fait, c'est le sujet du fameux livre d'un historien américain qui s'appelle Le rêve de Champlain. Oui. Et c'est exactement ça. Son rêve, c'était un rêve de créer un nouveau peuple en Amérique. C'était carrément ça. C'était pas l'idée d'importer en France, en Amérique, la France, c'était de créer un nouveau peuple. Voilà. Et ce rêve-là a été très longtemps très, très longtemps présent. On oublie. Maintenant, on le voit dans la toponymie américaine. Ouais. Il y a plein de traces là, dans le Midwest. On a plein de villes qui portent des noms français. C'est pas pour rien. Même Chicago, en fait, aurait été nommé par des Français. Donc, Des Moines, c'est des moines. Des Moines. Oui, c'est ça, Des Moines. Absolument. Baton Rouge. Oui, tout à fait. Dites-moi une chose, on va terminer là-dessus, mais pour que cette francophonie revive, renaisse, enfin redevienne organique, si j'ose dire, et forte, il faut peut-être
que les nationalistes québécois regardent moins du côté de Paris que du côté de la Franco-Amérique, non? Je veux dire que la Nouvelle-France, c'est quand même ici et c'est pas à Paris, la Nouvelle-France. J'ai l'impression que le rêve de beaucoup d'indépendantistes québécois, c'est aller à Paris et imiter Paris et toujours la France comme matière première, comme modèle, je veux bien. Mais notre racine, elle est ici. Absolument. Et moi, c'est pour ça que je plaide, ça fait un bout de temps que je plaide pour la création de maisons du Québec aux États-Unis. Oui. Donc, dans tous les secteurs où il y a des francophones, souvent il en reste quelques-uns, là, au Missouri, par exemple, je pense qu'il reste 2 personnes qui parlent encore français d'origine. Pour faire une maison pour 2 personnes. Il y avait une communauté. Oui, je vois. Pourquoi pas? Je veux bien, mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi au départ, au Québec même, un effort d'analyse de soi en profondeur, de voir les erreurs commises, les humiliations subies, les blessures infligées par l'autre ou par nous-mêmes, pour retrouver une source vivante? On a une paresse ici qui est absolument désolante à ce niveau-là. À ce niveau de fidélité à ce que l'on porte au plus profond et que l'on passe notre temps à fuir. Je ne sais pas si on peut parler de paresse. Je pense qu'on peut parler de manque de vision. D'accord. On n'a pas développé une espèce de vision de cette Franco-Amérique-là. D'ailleurs, quand on regarde la plupart des Québécois, là, si on interroge, je pense, j'exagérais pas en disant que 99% des Québécois ignorent totalement la présence française en Amérique, en dehors du Québec et de quelques provinces canadiennes. Ils n'ont pas conscience de l'expansion que prit la présence française en Amérique et l'expansion qu'a pris nos liens aussi avec les tribus autochtones. Et c'est d'ailleurs c'est une belle histoire. Quand on parle de la conquête de l'Ouest par les Américains, excusez-moi, mais ils en ont fait un mythe alors que... Oui, absolument. Pardon? Alors que nous aussi, il faudrait qu'on soit à la hauteur du mythe que nous portons en nous-mêmes. Ben absolument. Et je pense que notre mythe est beaucoup plus beau parce qu'il n'est pas basé sur des conquêtes, des massacres, des vols de terre, des traités méprisés. Absolument. On a fait des alliances. On a créé des alliances. C'est pour ça qu'on a pris une telle expansion en Amérique du Nord. Stéphane Thibodeau, c'est tout le temps dont on dispose. Merci beaucoup pour ces propos profonds à l'occasion de cette journée internationale de la francophonie, donc chaque année le 20 mars. À une prochaine, Stéphane. À une prochaine. Voilà, à venir sur les ondes de Radio VM, la semaine politique québécoise et canadienne. On vous revient après la pause publicitaire.